Il a besoin d'être rassuré, d'être accompagné, donc il y a des choses également qu'on va faire ensemble. Je peux appeler à sa place ou alors je vais être à côté de lui. On va structurer l'espace, c'est-à-dire que là, on va prendre en compte la lumière, le bruit, on va mettre du matériel à disposition. Les étudiants, les futurs employés, n'ont pas à divulguer la nature du handicap, mais plutôt à exprimer de quoi j'ai besoin. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous rencontrons Nassera Ajat et Carole Alouche, toutes les deux chargées d'orientation et d'insertion professionnelle au sein du SOI, le service d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants de l'Université Lyon 1. À deux voix, elles nous partagent leurs expériences, comment elles ont fait évoluer le SOI pour s'adapter aux personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement. Elles répondent également aux questions spécifiques liées au handicap invisible. Un étudiant ou une étudiante porteur de troubles TND peut-il faire tout type de métier ? Faut-il en parler à son employeur ? Bonjour, je me présente, je m'appelle Carole Alouche, je suis chargée d'orientation et d'insertion professionnelle au SOI, le service d'orientation et d'insertion de l'Université Lyon 1, et je fais partie du pôle insertion et je travaille dans ce service depuis 11 ans maintenant. Bonjour, je suis Nassera Ajat, je suis également chargée d'orientation et d'insertion professionnelle et également psychologue de formation. Je travaille au SOI depuis plus de 10 ans et je fais partie du pôle orientation-documentation. Le SOI, c'est un service d'accompagnement des étudiants à l'orientation et à l'insertion professionnelle. On est composé de 3 pôles, donc orientation, documentation, insertion et continuum, Bac-3, Bac+3. Notre objectif, c'est d'accompagner et d'informer les étudiants en amont sur l'offre de formation et jusqu'à la fin de leur formation. Et on va leur proposer des accompagnements individuels, collectifs et des événements. Mon travail au sein du SOI consiste en plusieurs missions. Tout d'abord, je vais avoir la responsabilité d'un enseignement transversal de projet professionnel, le PPP4, obligatoire pour les 2e années de licence. Je vais également être référente de l'accompagnement des doctorants de Lyon 1, surtout sur leur accompagnement, travail sur leur projet post-thèse. Je suis référente de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap pour toutes les questions qui vont concerner l'insertion, recherche de stage, d'emploi ou bien d'alternance. Et puis, au sein de mon pôle, j'organise également des événements pour accueillir des entreprises, favoriser l'échange, le réseau, la recherche justement d'emploi et de stage. Et puis également, je fais des missions transverses, comme mes collègues au sein du service, comme les permanences au SOI de Lyon 1. Donc moi, je travaille principalement sur les questions de réorientation en proposant des accompagnements individuels, mais aussi comme Carole, je suis sur les permanences. Et puis, je vais organiser des événements sur la Réo et aussi sur la plateforme Parcoursup. Et puis, j'ai ce volet-là d'accompagnement des étudiants en situation de handicap côté orientation, où là, je vais travailler avec eux leurs projets, leur aspiration. J'ai récupéré la mission de référent handicap au sein du SOI suite au départ de la collègue qui était sur mon poste. C'est une mission que je suis très contente d'avoir puisque la question de l'handicap et de l'inclusion en général me tient vraiment à cœur. Dans mon parcours professionnel, j'ai déjà été amenée à travailler sur ces questions, plutôt sur volet insertion. Et il me semble que l'université a amorcé un travail sur ces questions et qu'il est important que la prise de conscience se fasse par tous, étudiants et personnel. Alors pour ma part, au niveau du pôle insertion, j'ai repris cette mission il y a 6 ans suite au départ d'une collègue également. J'ai été plus ou moins sensibilisée à la question du handicap puisque mes parents ont fait toute leur carrière en tant qu'infirmiers psychiatriques. Et donc aussi, lors de ma première expérience professionnelle, j'ai travaillé dans un centre de formation pour adultes avec des groupes de personnes en situation de handicap. Donc j'ai commencé déjà à appréhender, à côtoyer ce type de public en formation collective. Et donc au SOI, lorsque j'ai repris cette mission, j'ai commencé
commencé à me former aux différents types de handicap, à suivre des webinaires, des conférences qui étaient proposées au sein de l'université et dans d'autres organismes de formation. Et donc, voilà, depuis, je suis sur cette mission-là et je suis ravie de pouvoir accompagner ce type de public. J'ai le cas d'un étudiant qui avait donc une maladie chronique et un soupçon aussi de TND. Il est en BUT informatique et en fait, il souhaitait réfléchir à la poursuite d'études ou à une insertion professionnelle. Dans son cas, il a été important de prendre en compte sa pathologie qui amenait beaucoup de fatigue. Donc son expérience en apprentissage lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas avoir un métier avec des horaires classiques et aussi qu'il devait être attentif aux environnements dans lesquels il travaille et dans lequel il y avait un côté très créatif, parce que c'est quelqu'un qui était créatif et qui a un peu une pensée aussi en arborescence. Donc je lui ai proposé de travailler en 2 temps sur son projet de formation et son projet d'insertion. Et avec les ressources et les échanges qu'on a pu faire, on a réussi à établir une carte mentale qui lui permettait en fait de visualiser ses possibilités dans les 2 solutions. Voilà, s'il voulait aller sur plutôt de l'insertion, quels pouvaient être les métiers auxquels il pouvait aspirer, les conditions de travail, les secteurs. Et s'il voulait plutôt continuer ses études, quelles étaient les formations, les diplômes qu'il pouvait faire. Et donc, c'était hyper intéressant parce que finalement, l'outil carte mentale lui a vraiment aidé lui a vraiment permis de voir les choses de manière beaucoup plus claire. Et son côté créatif a amené du coup quelque chose aussi à l'outil, puisqu'il a réussi à le construire un peu comme une version améliorée de l'Ikagai, qui est une méthode japonaise sur le projet. Du coup, ça a donné quelque chose d'hyper intéressant. Et puis, il y a un autre accompagnement qu'on a fait là conjointement avec Carole. Donc moi, j'étais sur le côté orientation. Et donc, c'est un étudiant avec un TSA en 3e année de licence EEA, donc électronique, électrique et automatisme, qui avait fait en fait sa licence en 5 ans. Il visait le master au début de sa formation et finalement, il ne voulait plus trop aller dans cette voie. La question, donc, c'était de soit s'insérer professionnellement, soit aller vers un autre projet. La question du professionnel a vite été écartée, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que les postes qu'il pouvait faire avec son diplôme étaient quand même des postes très techniques et qui demandaient de la motricité fine, que lui ne pouvait pas, du coup, réaliser. Donc, on a travaillé en explorant donc, ses intérêts, sa personnalité, ses valeurs, ses compétences, pour arriver finalement à identifier plusieurs projets. Et on a pris en compte plusieurs critères de choix, dont l'insertion pro, les besoins en mobilité, les modalités d'enseignement, pour arriver sur un plan d'action avec une hiérarchisation des choix. Et donc, il a pu faire des enquêtes métiers, participer aux portes ouvertes des formations. Et du coup, on a identifié plusieurs projets. Et une fois que ces projets ont été identifiés, il fallait candidater. Et donc là, du coup, je l'ai redirigé vers Carole pour qu'elle l'accompagne sur ce volet-là. Donc effectivement, j'ai pris le relais sur la partie plutôt insertion et notamment au niveau de l'aide à la rédaction des outils de candidature. Avec Nacera, on avait fait un point, un échange d'informations sur la situation de cet étudiant. Et puis également, je l'ai reçu au SOA dans nos locaux avec ses 2 parents qui souhaitaient être présents puisque c'était à nouveau avec une nouvelle personne. Donc on a au départ refait un point sur la situation, sur son parcours pour remettre un petit peu les choses en place. Et ensuite, on est passé concrètement à l'étape de l'aide, de la relecture parce qu'il avait beaucoup avancé déjà sur ses outils de candidature, mais on l'a fait ensemble sur le CV, la lettre de motivation. Et puis, on a également échangé ensuite par mail sur une dernière relecture avec quelques petites modifications. Et c'était super, tout s'est très bien passé. L'échange et le contact ont été assez fluides, notamment aussi grâce à l'échange que j'avais pu avoir avec Nacera avant et également que lui aussi j'avais été introduite par Nacera auprès de lui et de ses parents. Et donc, je pense que ça a aussi simplifié l'accompagnement et les échanges entre nous. Et je voulais juste ajouter, on a eu de ses nouvelles, du coup, a posteriori, et il a eu la formation qu'il souhaitait. Donc ça, on était vraiment contente pour lui.
Alors, un autre exemple d'accompagnement que j'ai pu suivre au sein de mon service, donc c'est un étudiant en fait qui nous avait contacté sur notre adresse mail générique, mais qui précisait bien qu'il avait été redirigé ici par la mission handicap. Et donc, dans son mail, il formulait vouloir être accompagné pour trouver un job étudiant. Donc, j'ai pris à ce moment-là le relais. Je lui ai écrit un mail pour lui proposer un rendez-vous en présentiel ou en distanciel, puisque je m'adapte en fonction des besoins des étudiants. Donc, c'est un étudiant qui a exprimé assez rapidement lors de nos premiers entretiens un trouble anxieux et des phases de dépression assez régulières, qui n'a pas forcément de diagnostic et du RQTH, mais qui a un suivi psychologique régulier. C'est un étudiant en fait qui a eu un parcours difficile où il a du mal à s'en remettre puisqu'il est allé jusqu'à la 5e année de médecine. Ça a été des études et des stages internes assez compliqués pour lui et ses études en 5e année ont dû s'interrompre. Il a rebondi en licence en chimie à l'université. Donc lui, il a exprimé assez rapidement le besoin en fait de vouloir trouver cet été et puis également pendant son année universitaire un job étudiant. Et donc l'idée du travail, ça a été déjà de clarifier en fait ses besoins spécifiques pour savoir sur quel type de métier, de job étudiant il allait pouvoir se positionner en fonction de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, ce qui va le mettre en difficulté. Donc là, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis également, c'est un étudiant qui a beaucoup de mal à se lancer dans les démarches. C'est-à-dire qu'il a très envie, mais dès qu'on arrive à la phase active, en fait, il a besoin d'être rassuré, d'être accompagné. Donc, il y a des choses également qu'on va faire ensemble. Je peux appeler à sa place ou alors je vais être à côté de lui. Et puis, on va, par exemple, créer des comptes sur des sites spécifiques d'offres d'emploi. On va le faire ensemble pour pouvoir le motiver et l'accompagner. Et puis, ce qui est très important pour lui, c'est qu'on se planifie à la fin de notre rendez-vous, on se planifie toujours des actions à réaliser et puis également la date du prochain rendez-vous parce qu'il a besoin de pouvoir anticiper à chaque fois la prochaine fois quand est-ce qu'on va se revoir et sur quoi on va travailler. Pour pouvoir bien accompagner les étudiants en situation de handicap, on a établi une procédure d'accueil en fonction du statut de l'étudiant, s'il s'est autodéclaré auprès du SOA et par quels moyens il arrive au SOA. Donc l'objectif, c'est de rediriger l'étudiant en situation de handicap quand il est clairement identifié. Par contre, il est possible que l'étudiant ne s'autodéclare pas et dans ce cas-là, il va avoir un contact avec un autre chargé d'orientation et d'insertion. Et pour que le lien se fasse plus facilement et que la personne qui l'accueille reste son accompagnateur ou reste son premier contact, on va plutôt sensibiliser nos collègues à ces questions et leur apporter un soutien si nécessaire, s'ils éprouvent des difficultés. Et puis, on va aussi les accueillir et mettre en place un peu comme... Alors, on va structurer un peu l'environnement dans lequel on va les accueillir. On va structurer l'espace, c'est-à-dire que là, on va prendre en compte la lumière, le bruit, on va mettre du matériel à disposition. On a aussi une bulle dans notre service qui est fermée, où on n'entend pas grand-chose. Donc là, pareil, ça peut être réservé si besoin. Et puis, on va aussi accepter les personnes tierces s'il y a un besoin au niveau de l'étudiant. Donc la famille, ça peut être un éducateur, ça peut être vraiment plusieurs personnes. On va aussi structurer le temps. Donc là, on va rendre visible le temps avec une horloge. On va décrire le déroulement de la séance, préciser s'il y a certaines choses qui doivent être faites pendant la séance. Et là, on va du coup structurer les activités en rappelant les objectifs finaux, rappelant ce qui a été fait la dernière fois, et puis séquencer et faire étape par étape. Ça, c'est quand même des besoins souvent qu'on a avec ces étudiants. Et aussi, on a été formés, nous, à l'écoute active, à l'entretien d'explicitation, voire au récit de vie. Et du coup, on va adapter notre communication, que ce soit verbale ou non verbale. Par exemple, on va des fois poser des questions vraiment très claires, associer les gestes à la parole, utiliser des infographies, des visuels, des schémas pour aider à la compréhension
pour du coup faciliter notre accompagnement. On en est venu à faire évoluer l'accueil des étudiants en situation de handicap au SOA suite à nos dernières années, au bilan statistique que l'on fait en fin d'année, avec la constatation d'une augmentation au niveau de notre service, mais au niveau de l'université de manière générale et également avec la mission handicap. L'augmentation très nette de ce type d'étudiants, avec de plus en plus le besoin, l'expression de se faire accompagner aussi bien sur l'orientation que sur l'insertion. Au niveau du service, on a pris en compte cette demande. C'est pour ça que j'étais toute seule au départ sur l'insertion et qu'en fait, Nacera a repris cette mission également sur l'orientation et la réorientation pour ce type de public. Donc, on a dédoublé la possibilité d'être accompagné sur ces deux expertises, sur ces deux volets. Et donc, également, depuis octobre 2023, Lyon 1 a intégré le dispositif Atypie Friendly. Et donc, encore une fois, ça a permis de nous former, de nous sensibiliser et de faire évoluer notre pratique et nos accompagnements. Alors, est-ce qu'un étudiant porteur de troubles TND peut exercer tout type de métier ? Oui et non. Il y a des métiers qui nécessitent des aménagements et qui pourront être adaptés en fonction des différents besoins de l'étudiant. Par contre, il y a des métiers, selon certains troubles, certaines pathologies, il sera compliqué de les adapter et de mettre en place des aménagements. On prend l'exemple tout à l'heure de l'étudiant qui avait des difficultés en motricité fine. Faire des métiers techniques où ça demande de la motricité fine va être compliqué pour lui sur du long terme. Et donc, dans ce cas-là, ça ne sera pas adapté. Par contre, nous, notre travail, c'est d'ouvrir les possibles. Donc aussi, l'important, ça va être pour l'étudiant en situation de handicap aussi de ne pas se fermer les portes à cause de son handicap. Et là, on a un petit plafond de verre, des fois, qu'il va falloir aussi contrer et dire, non, là, si, c'est possible, malgré cet handicap. Et ça, c'est important aussi que l'étudiant prenne confiance aussi en lui et se sente compétent dans les compétences qu'il a acquises lors de la formation ou dans les compétences qu'il va acquérir dans la formation qu'on va lui proposer. Concernant l'accompagnement des étudiants, pour savoir s'il est capable ou pas d'exercer tel ou tel métier, nous, ce qu'on va privilégier, c'est l'accompagnement à la réflexion, à la mise en pratique aussi. On va permettre à l'étudiant de faire des stages, d'expérimenter aussi pour voir les conditions réelles de tel ou tel métier. Parce qu'on peut avoir aussi des représentations, comme n'importe quel étudiant sur tel métier. Et quand on va faire une expérience, on va le tester sur 1 mois, 2 mois, 1 semaine, n'importe. L'étudiant va se rendre compte ou pas aussi des conditions et se dire, voilà, est-ce que c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. Donc aussi, cette étape-là de passer de la représentation au réel va être très importante pour un étudiant en situation de handicap parce qu'il va pouvoir se projeter sur un possible métier ou pas. Du coup, il va infirmer ou confirmer son projet d'orientation. Pour reprendre l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure, pour l'étudiant avec un trouble chronique, une maladie chronique, il a fait donc une formation en informatique, en apprentissage. Il ne s'est pas rendu compte de la fatigue que pouvait être un métier de bureau où il fallait être assis de 9h à 18h, tant qu'il ne l'avait pas réalisé en fait. Donc c'est aussi en faisant les choses qu'on se rend compte des limites et des besoins qu'on peut avoir en tant qu'étudiant. Donc aussi voilà, on ne peut pas empêcher aussi cette étape-là d'expérimentation et c'est important aussi que l'étudiant le vive pour aussi faire ses choix en fonction. Alors, est-ce qu'il faut parler à son employeur de sa RQTH ? Alors, selon moi, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation légale à devoir informer son employeur, son recruteur, que l'on détient, qu'on en a obtenu ou pas sa RQTH.
Pour moi, qu'est-ce que je vais conseiller aux étudiants que j'accompagne ? Tout d'abord, il faut être à l'aise avec ce sujet. C'est-à-dire qu'il faut se demander si on est à l'aise de parler de son handicap, comment est-ce que j'en parle à un recruteur, et puis ensuite préparer son argumentaire et surtout être en capacité de pouvoir exprimer ses besoins spécifiques. Tout d'abord, au niveau du cadre légal, les étudiants, les futurs employés, n'ont pas à divulguer la nature du handicap, mais plutôt à exprimer de quoi j'ai besoin dans mon travail, dans un stage, dans une alternance, en termes de besoins spécifiques. Quels aménagements, que ce soit des aménagements matériels ou bien des aménagements de qualité de vie au travail, comme les pauses plus régulières, le fait de pouvoir peut-être être isolé dans un bureau, avoir une salle de pause avec un canapé ou un fauteuil qui puisse lui être dédié. Donc, de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai besoin dans un cadre professionnel. Pour ma part, globalement, je conseille quand même d'être en capacité de pouvoir en parler. Et d'en parler le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que le recruteur, à ce moment-là, va avoir connaissance de la situation et donc va pouvoir proposer des solutions d'aménagement assez rapides, puisque si on ne communique pas à son recruteur, à son futur employeur, lorsque l'étudiant va être en situation et peut-être en difficulté face à une situation, eh bien, si le cadre et le contexte et les personnes ne sont pas informées, eh bien, va y avoir un effet un petit peu de surprise et ça va être plus difficile pour le recruteur de proposer des solutions rapidement. Et puis, pour l'étudiant, ça peut vraiment démultiplier la difficulté. Lorsqu'un étudiant a obtenu sa RQTH, lorsque je l'accompagne, notamment sur ses outils de candidature, je vais, dans la plupart des cas, conseiller quand même de l'afficher sur le CV directement. Ce qui permet aussi de pouvoir, dans certaines structures, d'être redirigé au moment de la phase de recrutement vers des services ou des personnes qui vont être spécialisées sur ce type de profil, donc qui ont été sensibilisés et donc pour l'étudiant de se sentir plus à l'aise, notamment lors de l'entretien de recrutement, et puis ensuite de discuter plus facilement et plus rapidement avec ces personnes référents handicap en entreprise pour mettre en place des aménagements qu'ils ont l'habitude de réaliser au sein de la structure. Côté orientation, ce que je conseille aux étudiants, c'est d'apprendre à bien se connaître. Vraiment connaître ses forces, ses limites, et aussi de ne pas se voir qu'à travers le prisme du handicap. Donc c'est important pour cela aussi d'expérimenter, d'essayer plusieurs choses, de voir finalement ce qui nous convient, ce qui convient à l'étudiant. Et pour moi, la diversité en fait des profils est une richesse. Donc aujourd'hui, ça devient même pour moi la norme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une société, on est très divers sur plein de niveaux. Et c'est ce qui apporte finalement de la richesse, que ce soit à l'entreprise, mais aussi à l'université ou même à la société en général. Au niveau de l'insertion, moi, ce que je vais vraiment conseiller, c'est, si possible, de se faire accompagner par des personnes expertes et des professionnels de l'insertion pour pouvoir en parler et surtout de s'entraîner, de se mettre en situation pour pouvoir améliorer son discours et surtout prendre confiance en son parcours, de pouvoir valoriser ses atouts, justement, puisque chaque personne en situation de handicap a permis de développer des compétences spécifiques qui peuvent être mises en avant lors d'un recrutement, lors d'un métier. Ce que je conseille également, c'est de rencontrer des personnes qui sont passées par ces étapes, qui ont vécu des situations similaires et de recueillir justement ces témoignages pour pouvoir s'en inspirer. Et puis également, ils seront là pour donner des conseils assez pratiques lorsque les personnes seront en situation de rechercher un travail. Et puis enfin, d'en parler autour de soi. On est toujours dans la perspective de développer son réseau et de parler de sa situation, d'en parler autour de soi. Ça permet d'avoir des nouveaux témoignages, de faire des nouvelles rencontres et de pouvoir avoir des opportunités de stage, d'emploi ou d'alternance, par exemple. Nassera Ajat et Carole Alouche nous ont montré qu'avec un accompagnement adapté, les étudiantes et étudiants porteurs de troubles du neurodéveloppement
peuvent construire un projet d'études et d'orientation cohérent et réaliste. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université.